l'heure. Mais avant de commencer la journée, il y a eu plusieurs réunions des jurys qui se sont des jurys citoyens qui se sont réunis sur la gouvernance de la recherche agricole dans plusieurs pays. Et lors de cette session-ci, nous allons avoir les contributions des paysans et des paysannes ayant participé à ces jurys. C'est Mamadou Goïta qui va assurer la modération. Et je vais te donner maintenant la parole à toi, Mamadou Goïta. Je m'excuse, c'est Ibrahim qui va faire la modération de la session de cet après-midi. Je m'excuse. Ibrahim. Merci beaucoup, Madame Karimi. Et bon après-midi à tous. Et donc, nous allons continuer notre journée de travail. Et pour ce faire, il y a une première présentation qui doit être faite par Boukari Bari. C'est la présentation de la méthodologie des jurys citoyens qu'on appelle le commun ECID et du processus délibératif qui a été organisé au Mali sous la gouvernance de la recherche et les priorités au Mali en janvier et février 2010. Donc, nous laissons la parole à Boukari pour faire la présentation. Merci, Madame la Présidente et Monsieur. Alors, moi, d'abord, c'est pour introduire cette présentation des producteurs et productrices de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y aura trois principales parties. La première partie va porter sur l'esprit même des espaces citoyens d'interpellation, pourquoi le comment. Et dans une deuxième partie, de façon plus concrète, on va présenter la manière dont ces espaces citoyens ont été organisés. Et dans la troisième partie, il y aura les résultats et les recommandations qui sont issus de ces espaces citoyens d'interpellation. Et pour cela, il y aura 4 présentations, chacune des commissions, la commission des agriculteurs, la commission des femmes, la commission des éleveurs et la commission des transformateurs et transformatrices. Chacune des commissions a un rapporteur ou une rapportrice pour présenter les recommandations. Et ensuite, il y aura les débats. Donc, pour la première partie de la présentation, je laisse la parole à M. Souleymane Ouattara, qui est le président du comité de pilotage de cette initiative. Et je dois rappeler que le comité de pilotage est composé d'une quinzaine d'organisations au Mali qui sont alliées pour accompagner cette initiative depuis 3 ans. Merci, Madame la Présidente des séances. Je voudrais, avant de commencer mon propos, avec votre permission, Mesdames, Messieurs, rendre un hommage mérité à ces sommités, ces grandes personnalités qui ont accepté d'honorer notre événement de dialogue, d'échange par leur présence. J'ai nommé le rapporteur général des Nations Unies, le ministre de l'Agriculture du Ghana, le vice-ministre, le président de AGRA, le président du Europa, l'honorable député du comité interparlementaire Union européenne-UEMOA, le directeur exécutif de Oxfam Novib. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Je voudrais présenter toutes mes excuses pour
ces grandes personnalités que je n'aurais pas nommées ici. Mais je voudrais exprimer une profonde gratitude, une profonde reconnaissance pour ce grand public riche par sa diversité et la solidarité des uns à l'égard des autres. Pour revenir à notre sujet, je voudrais faire un petit rappel du contexte sociopolitique pour dire que, à la faveur de l'avènement de la démocratie multipartiste au Mali, suite aux événements de mars 1991, les citoyens au Mali ont recouvré davantage de liberté. Liberté d'expression et d'association, liberté de penser, liberté de s'organiser. Et conséquemment, nous avons constaté une floraison d'organisations, d'associations de la société civile qui désormais pouvaient s'exprimer, s'organiser et revendiquer des sujets, des questions concernant leurs préoccupations. Donc, c'est dans ce contexte que ces organisations de la société civile ont imaginé d'autres stratégies de revendication telles que le plaidoyer, telles que le judice citoyen que nous connaissons. Donc, c'est dans ce contexte aussi que des organisations de la société civile, je vais citer les noms, ont eu l'initiative d'organiser ces 2 éditions d'espace citoyen d'interpellation démocratique à Séléngué, sur le sujet global très important qui concerne l'agriculture du Mali et concrètement la production de connaissances et le système de la gouvernance, le système de la gouvernance de la recherche agricole. Il me plaît de rappeler, mesdames et messieurs, que ces 2 éditions font suite à une édition qui avait eu lieu en janvier 2006 à Sikasso, le sud du Mali, et qui avait porté sur les OGM et l'avenir de l'agriculture au Mali. À cette édition de janvier 2006, il y avait de fortes recommandations qui avaient trait avec la recherche agricole, notamment les paysans, les producteurs, transformateurs, éleveurs, pêcheurs avaient fait le constat que la recherche était beaucoup plus dépendante des partenaires extérieurs que des acteurs nationaux, que les paysans étaient moins impliqués dans le processus de la recherche et qu'il y avait des éléments clés occultés par la recherche en son temps, notamment les semences locales, les systèmes, les savoirs locaux de production. Donc, à cette édition de janvier 2010, il y avait, comme je l'ai dit, des constats pertinents et des recommandations fortes qui avaient, comme je l'ai dit, trait à la recherche agricole. Donc, ce sont ces éléments qui ont amené certaines organisations de la société civile que je citerai en parlant du portage, qui ont amené donc ces organisations à réfléchir, est-ce qu'il ne faudrait pas donner une suite à l'essai de Séléngué? Donc, voilà comment est venue les 2 éditions de l'espace citoyen d'interpellation démocratique qui ont eu lieu à Séléngué en janvier et février 2010. Donc, pour revenir à cet événement, il faut rappeler que le portage politique a été assuré par 5 organisations, notamment la Coordination nationale des organisations paysannes à Bamako, l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement, le Centre du Leva à Bamako, le Bureau d'études Kenya Conseil et l'Institut international pour l'environnement et le développement. Donc ce noyau qui assurait le portage politique a été élargi à une 50aine d'organisations pour constituer le comité de pilotage dont j'ai eu le privilège de présider pendant ces 3 années de fonctionnement. Donc, nous aurons tout de suite
la présentation des différents résultats, mais je voudrais dire que l'étude en soi, c'est un exercice pédagogique qui a commencé à faire son chemin dans les pays où nous avons une certaine liberté démocratique. Parce que c'est un moyen de revendication pacifique qui amène les autorités à prêter une certaine écoute aux acteurs pour s'engager dans certaines voies. Bref, c'est un moyen de changement, c'est un moyen d'expression des acteurs qui leur permet de se faire entendre du côté des autorités. Concrètement, le CID, pour parler de sa structuration, il y a des éléments clés, des acteurs clés. Nous avons d'abord le jury citoyen que nous aurons le privilège d'entendre ici et qui va nous présenter ses résultats. On a le groupe des modérateurs, parce que pour un groupe de ce genre, il faut absolument des modérateurs. Nous avons ce que nous appelons les experts témoins, donc les spécialistes qui sont des scientifiques qui maîtrisent certains domaines et qui viennent les présenter et répondre aux questions du jury citoyen. Nous avons les interprètes et les observateurs. Donc, bien entendu, ce dispositif est, j'allais dire, complété par un groupe de rapporteurs pour préparer la mémoire de l'événement. Donc, avec votre permission, je voudrais laisser mon collègue M. Barry me compléter pour dire que ce que nous allons vous présenter ici, c'est des produits originaux, des produits frais sortis de Sélingué en janvier, parce que nous avons vraiment, dans un souci d'originalité et de fidélité, d'authenticité, nous avons voulu amener ces papiers tels que sortis des 2 éditions de Sélingué. Sinon, on aurait dû les mettre sur PowerPoint, et là, ce serait déjà une transformation dans les bureaux. Donc, nous avons voulu vraiment vous apporter les produits tels que sortis des éditions de Sélingué. Donc, mesdames et messieurs, pour introduire ce débat de présentation des résultats par le jury citoyen, j'avais ces quelques mots à votre adresse. Je vous remercie et je donne la parole à mon collègue, M. Barry. Merci. Merci. Donc, je voulais compléter M. Ouattara en disant que il a dit d'ailleurs, depuis 1992 au Mali, il y a une opportunité qui est donnée aux citoyens maliens d'interpeller les gouvernants. Et cette initiative du président Alpha Oumar Konaré, à l'époque, qui se déroulait le 10 décembre de tous les années, était un espace où il y avait un jury et qui interpellait tous les gouvernements. Alors, au niveau de la société civile, cette initiative a été reprise. Et finalement, les gens disent, alors, puisque nous sommes dans une démocratie quand même libérale, il ne faut pas avoir peur du mot, et représentative, et il y a une opportunité pour les citoyens de participer donc, à la gestion de la cité, alors il faut ouvrir des espaces. Et ces organisations ont accepté donc d'accompagner un processus d'ouverture de cet espace, mais avec une procédure très rigoureuse. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler d'espace, mais il faut avoir aussi des espaces qui ont des procédures qui sont rigoureuses et qui tiennent compte des avis des différents acteurs. Et l'idée, c'est de dire qu'il faut comment aussi amener les producteurs, les citoyens tout court, à dire aux autres personnes qui sont peut-être mieux placées en termes de savoir scientifique, de dire, mais écoutez, quand même c'est nous qui vous payons les impôts. Dites-nous ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et nous, citoyens, on a le droit de regarder sur ce que vous êtes en train de faire. Et l'expérience de Sikasso et de Sélingué, c'était justement de mettre en perspective cette idée, de renverser la perspective en disant qu'au lieu que ce soit les scientifiques qui interpellent le paysan, c'est le contraire, c'est-à-dire que le jury, et tout le monde a accepté le jeu, il y a une sélection très rigoureuse d'une 50aine de producteurs du Mali, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest, qui ont interpellé les acteurs de la recherche au niveau du Mali, mais aussi de la sous-région, mais aussi internationale, qui ont accepté des jeux, qui sont venus se faire interpeller, c'est-à-dire qu'ils sont redevables de la façon dont ils travaillent, et ils doivent dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour qui, comment. Ce n'est pas pour les sanctionner, ce n'est pas un procès, mais simplement ça fait partie de la construction
de politique, et en disant qu'il faut dépasser simplement l'utilisation des termes participatifs sans les concrétiser. Et donc les ESID ont été un espace qui a permis de concrétiser l'espace, parce que ça a permis aux gens de construire leur propre opinion. Votre l'a dit, il y a différents acteurs. Le premier noyau, c'est le jury citoyen, sélectionné de façon très participative, sur près de 1000 listes, 1000 personnes sur la liste. On est arrivé à travers différents critères, on ne va pas revenir là-dessus, à sélectionner une cinquantaine de producteurs qui ont discuté entre eux des enjeux de l'agriculture malienne, mais aussi de la sous-région, et qui ont dit, bon voilà, maintenant on veut savoir tel chercheur ou tel acteur de la recherche, dites-nous qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à telle chose. L'idée, c'est aussi de donner l'opportunité à ces acteurs qui ont un certain savoir, de décliner ce qu'ils sont en train de faire et de contribuer à une compréhension commune. Alors ça s'est passé comme ça. Et pour que le processus ait une certaine validité, on avait dans le mécanisme un comité d'observateurs indépendants qui avait la possibilité, donc qui a eu la possibilité qu'on a documenté dès le départ dans toute la méthodologie, mais qui a eu la possibilité de suivre tous les processus et de donner son avis sur l'avancement du processus jusqu'à sa fin, jusqu'à ce que les producteurs qui sont organisés en commission se sont retrouvés pour délibérer et ont proposé des recommandations et des suggestions qui sont aujourd'hui l'objet de cette rencontre, parce que l'idée, et ça a été dit, il faudrait que les recommandations de ces producteurs, de ces citoyens, soient portées à la connaissance des différents décideurs à tous les niveaux. Et donc, l'objet de cette rencontre est justement de faire ce travail de partage pour que chaque acteur, chaque décideur soit au courant de la manière dont les gens lisent ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on est sortis du débat qui consiste à penser que les gens, à un certain niveau, ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas vrai. Les gens comprennent très bien parce que c'est eux qui travaillent. C'est eux qui sont... Donc, il s'agit de voir comment il est possible de rentrer en dialogue et de communiquer avec les gens. Et nous pensons que ces espaces contribueraient véritablement à prendre en compte la lecture locale, la lecture des producteurs, de nos politiques. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux, votre l'a dit, d'avoir accès et que les gens aient accepté, qu'il y ait AGRA, que tous les acteurs aient accepté de donner leur présence à cette activité. Donc, pour dire de façon plus concrète comment ça s'est déroulé, Oumou Balo va nous dire un peu comment, de son point de vue, les études se sont déroulées. C'est pour nous compléter et de dire des choses plus pratiques. Oumou Balo. Merci. Non, est-ce qu'il est taillé? Elle va rester là-bas. Bonsoir. Je m'appelle Oumou Balo, je viens de Kemasina, la région de Ségou. Comme Ouattara vient de le dire, je vais renforcer comment les études ont été préparées. Donc, c'était 5 commissions et il y avait 15 groupes dans ces 5. Donc, les témoins, il y avait les groupes des paysans, les éleveurs et puis les transformateurs, les planteurs aussi. Il y avait aussi des interprètes qui nous ont accompagnés. On a envoyé des émissaires dans certains pays, 14 personnes dans 14 pays, pour faire des recherches, avoir plus d'informations sur la recherche sur la sémence dans ces pays. Et il y avait des délégués du Bénin, Sénégal, Togo et puis les paysans du Mali aussi. Donc on a formé les paysans au même niveau, ils étaient préparés au même degré. Donc il y avait aussi la façon dont les sites même étaient organisés. On a divisé les paysans en 4 groupes et puis les planteurs, les éleveurs aussi.
les transformateurs et puis la commission des femmes. Il y avait des témoins, des observateurs et puis des jurys citoyens. On a posé des questions qui ont été répondues aussi. Donc on a procédé de cette façon, on a fait beaucoup d'échanges par rapport à ces réponses obtenues. Donc il y a eu beaucoup d'idées par rapport à nos questions. On a fait nos recommandations aux informateurs, les journalistes. Donc voilà un peu comment nous avons procédé dans ces espaces de façon globale. C'était donc pour donner une vue d'ensemble du processus et de la manière dont c'est organisé. Aiwa ni kɔni kun ye ka hakilina jigin de kɛ an ye baara ninnu kɛ cogoya minnu na donc an bɛ na kuma di Jeli Sise ma ale k'a ka laseli kɛ. Aiwa an ye kɔlɔsili minnu kɛ olu fan fɔlɔ quoi. Bonsoir. Donc je prie Dieu que la journée se passe très bien, que Dieu nous guide dans ce travail. Comme ma sœur vient de le dire, donc elle vient de présenter la façon dont nous avons procédé dans ces études-là. Après avoir posé la question aux observateurs par rapport aux deux précédentes études, donc on a posé des questions par rapport aux réponses. Nous nous sommes réunis, on a fait d'autres réflexions et on a approfondi les réflexions sur ces réponses-là. Et après cela, nous avons fait d'autres constats à partir de ces réponses. Selon ce que nous avons entendu, nous avons fait d'autres constats. Et ces constats que nous avons pu faire selon ce qu'on a eu comme information, c'est ce que je vais vous présenter. Donc si nous remarquons comment l'agriculture se passe chez nous, nous pouvons dire que les anciennes semences sont négligées, sont rejetées. Donc les semences que nous avons depuis le passé, nous ne les considérons pas trop. Et il y a aussi de nouvelles semences là qui ne sont pas vraiment en conformité avec nos terres. Il y a de ces semences qui ne marchent même pas sur certaines de nos terres. Par exemple, on a un cercle au Mali qui s'appelle Yanfolila. Ils avaient l'habitude de planter des bananes, ça marchait bien, mais il y a une nouvelle espèce qu'on a introduite et cette année-là, ils n'ont pas pu faire de production. Ça n'a pas marché du tout. Donc c'était un échec. Donc c'est une façon de dire de ne pas rejeter les anciennes semences au profit de nouvelles semences là. Parce que c'est des choses qui sont méconnues, on ne doit pas se lancer dans le jeu par hasard. Donc nous avons aussi constaté que les espèces animales comme les poissons, ces nouvelles espèces-là créent beaucoup de problèmes. Par exemple, si nous prenons l'insémination artificielle, par exemple sur les vaches hollandaises métissées à nos vaches africaines, cela c'est très coûteux d'abord en termes de dépenses. Et pour que ça marche aussi, si tu fais avec une vache, tu es obligé de vendre 6 vaches ou bien 5 pour pouvoir avoir une vache hollandaise. Et si tu n'es pas chanceux, au moment d'accoucher, la vache peut mourir même. Donc ça, c'est un problème vraiment clé. Et troisièmement, nous avons aussi dit qu'il faut prendre en compte nos engrais africains. Parce que les engrais chimiques que nous utilisons, nous ne savons pas comment c'est fait et nous devons penser aux conséquences par rapport aux fertilités de la terre. Et nous, nos engrais peuvent vraiment être utilisés de façon durable sans conséquences sur l'environnement. Donc, les engrais chimiques sont en train de détruire la terre, en plus aussi des matériels comme les tracteurs. Donc pour utiliser les tracteurs, il faut couper beaucoup d'arbres, il faut dégrader l'environnement
nous savons que bon, la terre, c'est la surface de la terre qui est fertile, mais si on laboure avec les tracteurs, ça va en profondeur, donc nous pensons que cela dégrade la terre. Ensuite, les frais pour les recherches, donc l'investissement vient de l'extérieur. Nous avons des problèmes par rapport à cela. Parce que pour cultiver, il faut avoir des dabas. Donc, nous pouvons avoir ça avec nos forgerons chez nous. Mais s'il faut utiliser des tracteurs, on n'a pas le moyen pour cela. Donc, le pays ne peut pas se développer sans des recherches. Nous envions les pays développés, mais il faut savoir que des pays comme la Chine n'étaient pas aussi dans ce type d'agriculture. Actuellement, toute l'humanité envie la Chine. C'est à cause de la recherche, parce qu'ils ont fait beaucoup de recherches. Pourquoi ne pas aussi faire autant en Afrique? En plus de cela, nos recherches ne sont pas centrées sur nos priorités africaines. Parce que ceux qui financent les recherches, c'est des gens qui ne connaissent pas nos réalités. Donc, eux, ils donnent des instructions par rapport aux recherches qui ne profitent pas à l'Afrique. Ensuite, nous avons dit que l'agriculture dépend des engrais chimiques actuellement. Mais dans le passé, on pouvait cultiver sans ces engrais chimiques qui polluent vraiment l'environnement. Et on est contraint de les utiliser parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. En plus de cela, parlant de la terre même, les grands espaces cultivables sont donnés, vendus à des compagnies étrangères à long terme. On peut signer des contrats jusqu'à 90 années. Et imaginez qui peut vivre plus de 90 ans actuellement. Donc c'est une façon de tuer les petits paysans. Donc comment donner des grands espaces de terre quand même de longue durée à des sociétés étrangères pendant que les petits paysans n'ont même pas de champs? Ensuite, on parle de l'accaparement des terres. Il y a aussi le problème d'eau. Les paysans payent cher pour avoir vraiment le système d'irrigation. Et on s'accapare des terres de certains paysans parce qu'ils n'ont pas payé les frais pour l'irrigation et on donne ces terres-là à des compagnies étrangères. Ça, c'est vraiment quelque chose inimaginable, incroyable, quoi. Inconcevable. En plus de cela, l'intégration aussi, l'implication des femmes dans l'agriculture, selon nous, cela ne marche pas. Parce que l'héritage, c'est les hommes qui héritent selon nos traditions. Donc si on donne les terres aux femmes, c'est comme ça ne va plus appartenir à la famille si le mari meurt. Donc en termes de revenus, les marchés ne sont pas vraiment ouverts à tout le monde parce que les marchés profitent aux grands paysans. Parce que là où nous vendons nos produits, à part nos petits marchés locaux, ce qui est exporté, on n'en sait rien. On entend que c'est vendu à tel prix, mais nous ne savons pas réellement comment ça se passe. Donc ce que nous produisons, pour les vendre, on est obligé d'aller même chercher des renseignements sur le prix, parce que je ne suis même pas bien informé. Donc on est obligé de suivre les prix du marché, quoi. Parce que je n'ai pas d'autres possibilités, je suis obligé d'accepter le prix du marché, parce que ma voix n'est pas entendue. S'il y avait d'autres marchés, on pourrait vraiment se passer de ce type de marché-là. Donc on n'a pas le choix. C'est le paysan qui va demander à l'acheteur à combien je dois vendre le kilo, du mil par exemple. Et non, ce n'est pas le paysan même qui fixe le prix de ce qu'il produit. En plus de cela, il y a la non-implication des paysans par rapport au prix. Ça, c'est aussi un problème. Par exemple, le cas du coton au Mali. Nous avons entendu parler de beaucoup de programmes, PAPAOP, PAZAM et d'autres. On donne beaucoup d'argent, c'est des dettes qu'on fait au pays,
et c'est les citoyens qui payent ces dettes-là. Et on ne sait pas où sont utilisés ces sous-là. Donc ça aussi, c'est une difficulté. En plus de cela, nous avons aussi parlé des engrais africains. Donc c'est comme si l'Afrique est comme un dépôt de déchets pour les pays développés. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a eu des déchets qui ont été déposés, donc qui a fait beaucoup de dégâts. En plus de cela aussi, l'argent qu'on met dans la recherche est vraiment énorme, mais tant que le gouvernement ne s'implique pas réellement pour que ça se passe bien, les petits paysans seuls ne peuvent pas gérer le secteur de la recherche. Donc, par rapport aussi au financement, nous avons vu que le gouvernement met moins d'argent dans la recherche sur l'agriculture. Parce que si vous voulez que les enfants cultivent, il faut leur donner le matériel de travail. Il faut les soutenir techniquement et matériellement, financièrement aussi. Mais si on pousse les gens à travailler sans vraiment les soutenir de cette façon, ça c'est